Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue. On est content de vous retrouver cette semaine. Yes, surtout que nous, en plus, on fait 2 épisodes à la suite. Parce qu'on est des gens productifs et que comme on veut absolument que vous ayez votre épisode le lundi, on essaie de prendre au moins un épisode d'avance. Yes. Histoire que tout se passe bien et qu'on ne soit pas obligé d'enregistrer dans le rush un dimanche soir après avoir fait X déplacements pour nos investissements. Ouais, du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, quand on fait comme ça plusieurs épisodes à la suite, on est un peu à court de boom anecdote. anecdote. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet qu'on n'avait pas abordé depuis longtemps, donc ça fera office de boom anecdote de cet épisode. C'est on va parler un petit peu des cryptos, parce que je suppose que vous l'avez regardé. Enfin, moi personnellement, je regarde mon wallet au moins 3 fois par jour minimum. Enfin là, cette semaine, c'est assez incroyable. On est le 28 février pour ceux qui Exactement, demandent. pour ceux qui se demandent, on est le 28 février, donc si vous l'écoutez, peut-être ça tombe dans 10 jours début mars, peut-être que ça sera cassé la gueule d'ici là ou que ça aura encore changé, mais c'est vrai que là, en tout cas, sur le mois de février, on est à plus 46% quoi, sur le Bitcoin, donc c'est assez impressionnant. Autant, il avait bien monté, en fait, là, si on recapitule, si on dézoome un petit peu, il était bien monté en octobre, novembre, décembre, ça avait stagné, janvier ça avait bougé un tout petit peu avec la news des ETF, mais finalement il s'était pas passé grand chose, et en fait il se passait quasiment plus rien. Enfin bon, moi je regardais une fois par jour, je voyais qu'on était à plus 0,1%, moins 1%, plus 3%, enfin bref il se passait pas grand chose, et là en une semaine, voire 2 semaines, ça s'est vraiment à nouveau énormément monté. Et si vous êtes investi, j'espère que vous êtes largement en vert, et je pense que c'est un petit peu le moment de parler d'un sujet qui est hyper important, surtout quand vous investissez, que ce soit en bourse ou dans les cryptos, c'est de la capacité à sortir en fait. Parce que c'est souvent le plus dur, parce que si vous êtes rentré un petit peu en DCA, c'est vrai que le DCA, c'est pas si compliqué tant que vous êtes capable de suivre votre plan et de pas faire n'importe quoi. C'est simple, vous achetez chaque semaine, vous allez acheter un peu plus les points bas que les points hauts, et quand ça commence à trop monter, vous arrêtez votre DCA. Moi par exemple, j'ai arrêté mon DCA au mois de novembre, et après un an quand même. Après un an de DCA, exactement, je m'étais tenu une fois par semaine, donc ça demande quand même une certaine énergie, une certaine charge mentale de s'occuper de tout ça, d'y penser et de le mettre en place. Mais normalement, si vous l'avez fait, ça a payé, ou même sur une classe d'actifs, parce que si on parle des actions, même des actions américaines, si vous avez fait un DCA depuis un an, normalement vous êtes largement en vert aussi. Mais voilà, la capacité à sortir, c'est aussi important, parce que tant que vous n'avez pas vendu, vous êtes en plus-value latente. En fait, ça peut, si ça redescend, vous aurez rien gagné. Donc c'est assez important d'être capable de sortir, et pour être capable de sortir, il faut se fixer un plan pour sortir, et il faut être capable de se dire à tel niveau, si telle classe d'actifs, là on va parler du Bitcoin vu que c'était ce qu'on avait démarré dans cette conversation, si le Bitcoin atteint tel niveau, à ce moment-là je vends 15 ou 30% de ma position, s'il monte encore, je revends 15 ou 30%, etc. jusqu'au moment où je sortirai totalement. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'avais fait en 2021, c'est comme ça que j'ai réussi à bien sortir sur le dernier bull run, et à enregistrer quand même une plus-value qui était assez intéressante, puisque j'avais triplé mon capital initial. Donc franchement c'était plutôt bien. Là je vise à peu près la même chose sur le bull run. Ça aussi c'est important, visez pas des multiplicateurs qui sont complètement démentiels. Vous dites pas que vous allez avec 1000 euros faire 1 million et que vous aurez fait x1000 sur votre investissement, c'est pas possible, ça arrive jamais. Ça n'arrive strictement jamais. Si, ça doit arriver une fois. Il y a toujours un mec qui a eu vraiment de la chance, on sait pas pourquoi, il a réussi à faire 1 x 1000, mais le mec n'est pas passé la porte, il savait même pas s'il y avait de la lumière à l'intérieur. Honnêtement, dites-vous toujours que tout arrive dans le temps long et que c'est la régularité de vos investissements, de vos gains qui va vous permettre d'avancer et de vous petit à petit d'augmenter votre capital pour cycle après cycle sur plusieurs classes d'actifs, augmenter votre patrimoine et pouvoir au bout d'un moment atteindre vos objectifs. Donc voilà, c'est important de savoir sortir. Alors bon, je vous donne pas un déconseil en investissement, mais moi je pense que c'est encore un peu tôt parce que finalement même si ça monte un peu fort pour l'instant, on n'est pas encore sur ce qu'on appelle le halving, il a pas eu en plus. Non, le halving il est dans 51 jours précisément. Okay.
Enfin, si je me trompe pas, 1 ou 2 jours près, ça doit être ça. Tu pourrais expliquer vite fait ce qui va se passer avec le halving? Ben en fait, sur le halving, à partir du moment où il y aura le halving, la production de Bitcoin va en théorie être divisée par 2. Donc ça veut pas dire que tous les jours on aura 2 fois moins de Bitcoin, mais c'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de Bitcoin qui sont émis par bloc miné, donc dans le protocole de Bitcoin. Grosso modo, on dit que ça doit avoir une influence sur le prix parce qu'en théorie ça diminue l'offre, donc c'est censé augmenter la demande. Bon, ça c'est sur la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'en général le halving a été corrélé avec le bull run. Néanmoins, on avait quand même remarqué qu'en général c'était d'abord le halving qui se mettait en place. Ça a été le cas en 2016, en 2021, enfin en 2020 pardon. Donc normalement d'abord vous aviez le halving et ensuite vous aviez les cours qui s'envolaient. Et là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'honnêtement, on a déjà bien monté. Par exemple, si vous êtes rentré forcément, j'avais pris des positions vers janvier 2023 où on était quasiment à 15 ou 16 000 dollars sur le Bitcoin. Et là, on vient de passer les 60 aujourd'hui, quoi. Donc, c'est assez abusé de voir à quelle vitesse le marché est monté alors qu'on n'a pas encore eu le halving. On peut se poser des questions un peu de savoir ce qui va se passer. Est-ce que quand il va y avoir le halving, ça va continuer à s'envoler et à ce moment-là, on va atteindre les 150, les 200 000, les 300 000 dollars sur le Bitcoin, ça va être la fête. Ou est-ce que on a peut-être des surprises qui se préparent avec des liquidations massives, des mauvaises news, et est-ce que finalement, peut-être qu'on ce serait le premier bull run où on ferait le top avant le halving, c'est-à-dire que d'ici mars, on peut taper un 70-80 000 dollars et au final, on n'ira pas plus loin cette année. Toi, difficile à savoir. Tu te tiens au courant avec quoi comme... Enfin, dans tes connaissances, bien évidemment, oui. Mais après, tu regardes qui pour suivre un peu tout ça? Alors, on va dire que j'ai 3 types... c'est très intéressant de poser cette question parce que je pense que c'est important de savoir comment on va chercher l'information et où on la trouve. Alors, je considère qu'il y a 3 niveaux d'information. Le premier niveau d'information, moi, c'est celui que je juge le plus important, c'est je regarde les graphes. Après, c'est aussi parce que, vous vous souvenez, dans d'autres épisodes, on avait parlé de l'analyse chartiste. Moi, je me suis un peu formé là-dessus. En aucun cas je suis un expert là-dedans, mais je veux dire, j'arrive quand même à voir les courbes, à voir un peu ce qui se passe et à voir des tendances, parce que c'est toujours important, c'est de voir la tendance, c'est toujours d'être le but quand on investit sur les marchés financiers ou la crypto, c'est d'être dans la tendance. Donc ça, c'est des choses que j'arrive à voir, et en fonction des bougies journalières qu'on voit, des niveaux qu'on atteint, des résistances qu'on casse, ou au contraire si on rebondit dessus, des différents supports qu'on peut taper. Voilà, si vous connaissez un petit peu là-dedans, c'est des choses qui vous parlent. En fonction de tout ça, j'ai un premier niveau d'information, de voir tout simplement un petit peu où on en est quand on regarde les courbes. Ça, c'est le premier niveau et je le regarde quasiment quotidiennement. Parce que en plus ça m'intéresse et que j'ai une application sur le téléphone, enfin même j'ai souvent rire les gens, c'est que moi je l'ai carrément l'application, j'ai réussi à mettre en sorte que j'ai carrément le niveau du Bitcoin et de l'ETH directement sur mon fond d'écran. Donc quasiment en journée, en instantané, ça me permet de le suivre. Alors, moi en tout cas ça, je sais qu'il y a il y a des gens que ça peut rendre un peu, peut-être pas parano, mais ça peut émotionner un petit peu. Ouais, voilà, ça peut jouer un petit peu sur votre sur votre état d'esprit et peut-être vous tabasser un petit peu de trop votre morale. Moi je sais que pour moi ça reste des chiffres, enfin ça fait suffisamment longtemps que je suis là-dedans pour savoir que c'est pas un problème pour moi de le regarder très régulièrement. Donc ça c'est mon premier niveau. Mon deuxième niveau, je suis sur pas mal de canaux Telegram, parce qu'aujourd'hui Telegram, je trouve que c'est vraiment une application où on peut trouver de l'information de manière assez simple, parce qu'en fait c'est très résumé, les messages sont courts et moi j'ai pas beaucoup de temps, j'ai besoin d'aller droit au but. J'ai plusieurs canaux Telegram qui sont en français ou en anglais, où comme ça vous avez des news importantes. Alors ça me permet pas de, on va dire, aller plus vite que le marché, parce que quand il y a une grosse news qui sort, en général sur le canal Telegram, elle va être publiée quelques heures après. Donc ça me permet pas d'anticiper le marché, mais ça me permet quand même de me tenir au courant des grandes tendances importantes, des dates de publication des ETF, de la date du halving, de savoir un peu s'il y a telle ou telle personne internationale, ou par exemple quand Trump il parle sur le Bitcoin. Voilà, tout ça c'est des éléments, ça va pas être déterminant sur mes positions que je vais prendre, mais par contre ça me permet un peu de me tenir au courant de ce qui se passe et de où en est le marché par rapport aux différentes news qui peuvent se mettre en place. Ça c'est mon deuxième niveau d'information. Et le troisième niveau d'information, celui-là je pense que c'est le plus important à avoir et c'est parfois celui qui est le plus sous-estimé, c'est que je fais attention au bruit, ce qu'on appelle le bruit de marché, c'est-à-dire en gros tous les endroits où vous allez entendre parler de crypto, vous n'aurez pas dû entendre parler de crypto. Un exemple tout bête, c'est par exemple mon Instagram, je ne suis aucun compte en rapport avec les crypto-monnaies sur Instagram. Si je commence à avoir tout un tas de publications ou par exemple des gens qui ne parlent jamais crypto, qui commencent à en parler sur Instagram, mais moi ça me donne des signaux. Ça me donne des signaux. Par exemple, tiens, il y a à nouveau des gens qui ne s'intéressaient plus aux crypto, qui se réintéressent et qui commencent à en parler.
ah tiens, des gens qui n'avaient jamais parlé de crypto commencent à en parler. Ça peut être des signaux pour vous montrer qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui rentrent dedans et que du coup, on arrive à un niveau de maturité du cycle qui est plus avancé et que là, c'est peut-être le moment de sortir. Je vous dis ça comme exemple, là, c'est pas encore le cas. Vous avez le cas aussi de tout simplement votre entourage, je parle pas forcément de vos amis proches qui eux, forcément, si vous intéressez à ça, ils s'intéressent peut-être aussi. Mais par exemple, à la salle de sport. Moi, je me souviens qu'en 2020, à la salle de sport, personne ne parlait du Bitcoin. Personne. Alors que pourtant, il était déjà en train de taper, c'est simple, fin 2021, le Bitcoin, il casse son ancien ATH à 20 000 $ et il commence à petit faire sa route vers les 30 000. En vrai, personne n'en parlait. Début 2021, du coup, à l'époque, là, il commence à faire record sur record et là, à la salle, vous avez tout le monde qui en parle. Et des gens dont vous aviez jamais vu qui parlaient crypto, ils vous parlent de crypto, qu'ils ont un wallet, ils suivent un tel, qu'ils ont payé sur un canal Telegram pour suivre les conseils d'un tel, savoir comment rentrer et sortir, qu'ils vont rembourser leur prêt étudiant si le Bitcoin il atteint tel niveau, etc. Enfin, vous avez tout un tas de personnes qui commencent à vous parler. Après ça, c'est un peu c'est un dicton américain qui dit souvent quand le conducteur du taxi commence à vous parler d'une action, c'est que c'est le moment de vendre cette action. C'est un peu ce dicton-là c'est comme quand monsieur, madame, tout le monde commence à en parler, c'est que c'est déjà fini. C'est que c'est le moment de vendre, exactement. Et c'était un peu le cas. Par exemple, moi, je me souviens en 2017, en réalité, il y avait une corrélation exacte entre le moment où Nabila avait dit à la télé qu'il fallait acheter du Bitcoin et le top de marché. C'est-à-dire, Nabila l'a dit, il faut acheter du Bitcoin, il était à 18 000 $, il a fait 20 000 et après il s'est effondré. Donc en fait, non mais c'est intéressant parce que quand des gens qui ne parlent jamais de crypto et qui indirectement ne s'y connaissent pas vraiment, parce que s'ils en parlent pas, c'est parce que ça les intéresse pas, sinon ils en parleraient. Nous la preuve, on vous parle de crypto, après on vous en parle pas tout le temps, on n'est pas des experts là-dedans, mais on s'y intéresse. Moi ça fait des années que je m'y intéresse et forcément il y a des connaissances qui viennent, une certaine expérience et on arrive un petit peu à voir des tendances qui se dessinent. Voilà, c'est en aucun cas une expertise en soi, c'est juste une expérience et un retour d'expérience là-dessus. Mais quand vous avez des gens qui n'ont pas ce retour d'expérience parce qu'ils n'en ont jamais parlé et qu'ils ont découvert la crypto la semaine dernière, en fait, c'est un petit peu le moment qui signifie que plein de gens nouveaux sont rentrés sur le marché, que vous avez un peu ce qu'on appelle, je crois que je me trompe, c'est peut-être plus le terme américain, mais c'est aussi la stupid money. En gros, l'argent bête qui rentre sur le marché. Et c'est un peu quand, justement, vous avez le petit porteur qui met son épargne dedans en se disant « Super, le Bitcoin, il atteint 100 000 $, il va aller à 1 million. Allez hop, je mets toute mon épargne dedans. » Où là, vous avez les cours qui commencent à s'envoler. C'est un peu... vous avez des bougies journalières de plus 100%. Enfin là, ça commence à être abusé. Là, c'est souvent le signal qu'il faut vendre. Et c'est souvent le signal qu'on n'est pas loin du top de marché si on l'a pas déjà tapé. Donc c'est mon 3e niveau en tout cas pour m'informer et je pense que celui-là c'est le plus important pour savoir quand sortir. Et là on n'y est pas encore, malgré que les cryptos ça tape record sur record. J'ai pas tant de gens qui m'en parlent. Enfin, ceux qui m'en parlent, c'est ceux qui m'en parlaient déjà avant. Donc forcément, des gens qui ont de l'expérience, qui s'intéressent au marché depuis plusieurs années. Mais je vois pas spécialement de nouvelles personnes qui en parlent. Allez, peut-être les premiers qui en ont parlé, qui en parlent jamais, c'est les formateurs immobiliers. Parce que pour me tenir un peu au courant forcément de ce qui se fait, on va dire, sur le milieu francophone de l'investissement, j'ai donné mon mail à tout un tas de newsletters de gars qui font des formations immobilières, du coaching, de l'accompagnement. C'est souvent des mecs qui sont experts dans l'immobilier ou en tout cas qui ont une certaine expertise dans ce domaine-là. Et là, ça fait quelques mois que petit à petit, ils commencent à sortir leur formation crypto, qui commencent à parler crypto ou à donner des conseils crypto, alors que ils en parlent pas. La base de leur business, c'est l'immobilier. Donc ça, c'est quand même le signal qu'il y a pas mal de gens qui commencent à s'y remettre. Mais bon, on va pas se mentir, les newsletters des formateurs français en immobilier, c'est quand même pas grand monde en soi. Ça impacte pas le marché, tu vois. Mais quand tu auras beaucoup plus de personnes qui en parleront, que par exemple vous verrez vos comptes préférés. Je sais qu'il y a des gros comptes qui mettent par exemple des mèmes ou parfois de l'actualité qui ont plusieurs millions d'abonnés sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube qui commenceront à en parler. Par exemple un truc tout bête, mais quand Hugo Décrypte parlera du Bitcoin, là ça sera sans doute le moment où il faut vendre. D'accord. Donc voilà, ça faisait un peu cette intro là sur les cryptos. Ok. Bon, super. On enchaîne du coup sur le thème de l'épisode du jour. Alors, c'est un épisode un petit peu mindset. Je pense qu'on l'appellera mindset... On n'a pas encore le titre. Je sais pas. On verra, ça sera au moment de notre inspiration quand on le publie. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on avait envie de faire cet épisode ? Parce que la semaine dernière, on a vu un ami à nous qui en fait, je pense que maintenant ça fait 5 ans qu'il fait du trading.
peu près. À peu près. Du day trading, Du day trading, voilà. Donc pour ceux qui savent, on a déjà parlé du day trading, on a déjà vous savez ce qu'on en pense. On a déjà dit ce qu'on en pensait. Vous savez les pertes que j'ai eues dessus. Si vous les avez pas, allez écouter notre épisode sur notre histoire, enfin notre parcours. Du coup, notre ami, c'est quelqu'un qui, à la base, n'est pas dans la finance, qui a décidé de sortir de son boomer dream et d'avoir l'objectif de quitter un jour son job salarié par le biais du trading. Donc il s'est formé pendant quelques années, il a fait des tests là-dessus et en fait il a décidé d'axer sa stratégie sur le day trading. Je pense qu'il a perdu quand même pas mal d'argent au début surtout. Au début, il a vraiment perdu pas mal. C'est toujours pareil, les erreurs de débutant, surtout en day trading, peuvent coûter très cher parce qu'en fait, vous avez l'effet de levier, vous manquez d'expérience, vous avez toujours cet effet un peu FOMO, c'est-à-dire que vous vous dites ça y est, j'ai trouvé la recette pour faire 1 million en quelques jours, voire quelques mois. Donc c'est au début, en général, c'est souvent là où on a les plus grosses pertes. Ouais. Et après, je sais qu'il a refait des formations quand même dessus. Oui, il s'est formé sur le sujet en tout cas. Maintenant, ça a l'air d'être quand même maîtrisé, mais il a toujours pas changé sa stratégie de day trading. Et on en parlait avec lui, et au retour dans la voiture, je disais à Julien, mais pourquoi est-ce que tu lui dis pas que c'est pas comme ça en fait, qu'il y arrivera et qu'il quittera son job? Et Julien me dit, mais en fait... je peux rien lui dire, je peux pas aller à l'encontre de ses croyances en fait. C'est ça que tu m'as dit, non? Oui, en fait, pour reprendre un petit peu, c'est que pour moi, le day trading, il y a très peu de gens qui ont le truc pour que ça marche. Et en général, si vous avez le truc, vous le saurez assez vite. Et dans l'exemple de notre ami, ça fait quand même pas mal d'années du coup qu'il est dedans, et ça fait pas mal d'années que ça marche pas. Il essaye tout un tas de stratégies, il peaufine sa stratégie, il passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dedans. Il a perdu un peu d'argent au début, maintenant je pense qu'il est revenu à peu près à l'équilibre, mais il n'arrive pas à faire en sorte que ses revenus soient récurrents. Et le problème, c'est que si les revenus sont pas récurrents, perdez pas votre temps avec le day trading. Il y a d'autres manières de se créer des revenus alternatifs, et y compris si vous voulez rester sur la bourse en elle-même. Il y a les portefeuilles à haut dividende, il y a devenir un swing trader. Donc le swing trader, c'est plutôt prendre des trades sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avoir un portefeuille très dynamique. On peut aller chercher des rentas à 20-25% par an avec ce type de stratégie. Et en réalité, par rapport au capital qu'il a mis dedans, s'il avait commencé par cette stratégie il y a 5 ans, en réalité, il aurait sans doute peut-être doublé, voire triplé son capital depuis. Et avec cette méthode-là, il générerait déjà un bon complément de revenus, ou en tout cas, il serait en train de grossir le capital qui, à terme, lui permettrait peut-être d'en vivre. Le souci, c'est que du coup, il est collé sur son idée de faire du day trading, qui est, je pense que c'est pas pour lui, tout simplement. Pourtant, ça peut l'intéresser. Moi-même, honnêtement, quand je regarde parfois, ça peut m'arriver que je vois des day traders qui parlent un petit peu de ce qu'ils font, etc. C'est vrai que ça semble un peu parfois assez intéressant. On a envie d'y aller. En tout cas, il y a des connaissances à aller chercher. En vrai, les outils d'analyse financière, c'est intéressant. La finance fondamentale, c'est intéressant. Savoir faire de l'analyse financière. Et là, quand je parle d'analyse financière, on n'est pas en comptabilité, on est vraiment strictement sur les cours boursiers. C'est intéressant aussi. Tout ça est intéressant. Mais si le day trading ne marche pas pour vous, c'est que c'est pas fait pour vous. À un moment, faut pas s'acharner. C'est comme un truc tout bête, mais quelqu'un qui investit dans l'immobilier, ça se passe mal à chaque fois. Faut quitter l'immobilier. C'est que c'est pas c'est pas la bonne classe d'actifs, c'est pas ce qui vous correspond. Il y a d'autres moyens d'investir. Donc c'est un peu la conversation qu'on a, et je sais que moi souvent j'essaye un petit peu de lui dire écoute, le day trading, tu devrais peut-être essayer autrement, de faire du swing, etc. Et c'est vrai que tu me disais, mais pourquoi tu lui dis pas, on va dire, cash? Oui, totalement. Le souci, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait on n'est pas sur un problème de technique ou de stratégie. Je pense qu'il est bien formé, je pense qu'il a des bonnes techniques et une bonne stratégie sur son trading. Le souci, c'est que c'est un problème de mindset. C'est-à-dire que c'est un problème d'état d'esprit, c'est un problème d'acceptation de changer de vie, qui est pas, quand on vous dit vraiment que des fois quitter le boomer dream, ça peut souvent faire sourire, et à chaque fois les gens, quand on en parle avec eux, ils rigolent, ils trouvent peut-être parfois un peu que c'est déconnant la manière dont on veut tourner ce podcast, mais
L'idée centrale, c'est qu'en fait, quand vous voulez changer de vie, il faut vous changer vous-même, il faut changer la manière dont vous pensez, il faut changer ce que vous faites. Et le souci, c'est que notre ami, il n'a pas fait cette démarche-là, ou en tout cas, il n'est pas arrivé au bout. Il progresse un petit peu, il a changé en 5 ans sur certains points, mais il n'est pas allé assez loin. Et ce qu'on disait effectivement dans la voiture quand on rentrait, c'était que malheureusement, je ne peux pas aller à l'encontre de ses croyances. Et que c'est un vrai problème, et que si vous voulez être investisseur, peu importe votre classe d'actifs, vous ne devez pas avoir de croyances. En fait, les croyances, c'est la religion. C'est quelque chose de dogmatique que vous ne remettez pas que vous ne remettez pas en cause et que vous poussez, et surtout que vous vous dites, en fait, si on doit un peu faire sa rétrospective de comment il se comporte dans son trading, il se dit que s'il donne suffisamment d'efforts et suffisamment de travail dans son trading, ça va finir par payer. Mais l'investissement, ça marche pas comme ça. C'est pas justement le principe de l'investissement. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi il y a des gens qui peuvent en vivre? C'est parce que votre énergie, votre travail n'est pas corrélé à la quantité de flux que vous faites. Vous pouvez mettre beaucoup d'énergie dans un investissement et vous pouvez perdre de l'argent dedans. Vous pouvez mettre très peu d'efforts dans un investissement et vous pouvez gagner beaucoup. Un exemple bête, vous pouvez rénover vous-même un bien et vous avez fait une mauvaise affaire, vous perdrez de l'argent à la fin. Ou alors, vous pouvez juste une fois appuyer sur un bouton, acheter 3 bitcoins à 15 000 $ et aujourd'hui, vous avez fait x4. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez bien que c'est pas corrélé. Et le souci, c'est qu'il a cette croyance que s'il travaille suffisamment, s'il met suffisamment d'efforts dans son trading, ça va finir par payer, va finir par pouvoir en vivre. Et le problème, c'est que je peux pas aller à l'encontre de ça parce que c'est sa croyance et que si je lui dis que ça marchera pas, en fait, il va penser que je veux pas qu'il y arrive. Alors que si je veux qu'il y arrive, mais je me suis rendu compte qu'il n'y arriverait pas parce que justement, il a les croyances. Et encore pire, c'est-à-dire que je peux même pas aller à l'encontre de sa croyance. Il faut que j'aille à l'encontre du fait qu'il a des croyances dans l'investissement et que c'est pas bon. Dans l'investissement, vous ne pouvez avoir que des convictions. Et une conviction, une croyance, c'est totalement différent. Une conviction, c'est un sentiment que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Par exemple, vous investissez dans l'immobilier, vous devez avoir la conviction que ça va marcher, que ça va bien se passer, que vous avez bien analysé votre projet. Ça, c'est une conviction. Mais une conviction, elle est associée à une remise en question permanente qui est que si à un moment donné, il y a un signal qui vous dit que c'est pas le bon moment ou que ça ne marche pas, il faut changer quelque chose. La croyance, au contraire, la croyance, elle est dure comme le fer, vous la garderez jusqu'au bout. Et c'est ça le problème qu'il a, notre ami, c'est qu'en fait, il a cette croyance que s'il met suffisamment d'efforts dedans, ça va finir par payer, alors que plutôt, il devrait se remettre en question le fait qu'il ait des croyances encore dans ce domaine-là et uniquement rester sur des convictions. Un truc tout bête, mais moi j'ai la conviction que va y avoir des plus-values à faire sur le marché des cryptos, mais si demain ça s'effondre, je vais pas rester dans ma croyance que ça va finir à aller à 100 000 $, alors que peut-être qu'un jour on n'ira jamais. J'ai la conviction qu'on va y aller. Après, j'ai pas la croyance qu'on va y aller. C'est vraiment ça la différence. Je veux que vous compreniez bien cette différence qu'il y a entre les deux. C'est que si à un moment donné, il y a des événements qui me font douter sur le marché des cryptos, je remettrai ma conviction en doute et je changerai ma stratégie. Et c'est ça le problème qu'a notre ami. Je pense que c'est pour ça qu'il peut pas avancer. C'est parce qu'en fait, il a encore des croyances. Et je pense que on donne cet exemple-là parce que on l'a en tête de la semaine dernière, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Ça rejoint un peu ce qu'on disait dans l'épisode Vivez vos objectifs. Oui. Il y a un plan, il faut suivre le plan, mais au bout d'un moment, par exemple, il s'est fait un plan qu'il a plus ou moins suivi, mais il l'a jamais adapté à la situation. Et le problème, c'est que je pense qu'il peut continuer encore longtemps comme ça, et pour nous, ça nous fait de la peine parce que c'est notre ami. Mais c'est surtout que je pense qu'on en parle parce que ça peut aider plein de personnes qui sont aussi dans ce cas-là, de remettre un petit peu en question quand les signaux sont pas bons. Et changer pour atteindre son objectif. Et là, encore une fois, l'objectif, quand il en parle, j'ai l'impression qu'il pense que ça pourra jamais... comment on en Qui y croit pas. Ouais, que c'est un rêve un peu lointain et c'est encore pire parce que du coup ça ne le bouge absolument pas à changer. C'est ça, c'est qu'en plus quand on dit que c'est un problème de mindset, c'est que derrière ces croyances, on sent un petit peu que en fait il n'est pas persuadé, convaincu de ce qu'il fait, qu'il va pouvoir arriver au bout et qu'il va atteindre les objectifs qu'il s'est imaginés et qui sont finalement pas écrits sur un bout de papier. Et dès qu'il en parle, c'est un peu des objectifs qui sont je sais pas comment dire, un peu le rêve, par exemple, je sais pas, t'imagines, on aurait un jet privé, on traverserait le monde, enfin, c'est un peu de cette manière-là. C'est vrai,
Et du coup, alors qu'il nous parle juste de quitter son job. C'est ça, et du coup ça manque de pragmatisme, alors que quand vous êtes persuadé de quelque chose, vous dites bon voilà, cette année j'aurais fait tout ce qu'il faut pour qu'à la fin de l'année je quitte mon job, aussi simple que ça, tu vois. Et pourtant c'est ce qu'on veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même compétent. Et comme quoi la compétence quoi c'est pas que de la technique. Voilà, la compétence ne fait pas tout. Si l'état d'esprit n'est pas le bon, ça marchera pas. Et voilà, on a typiquement l'exemple, ça fait 5 ans, il s'est rien passé quoi. Oui. Et je pense que malheureusement, il peut continuer longtemps. Il y a parfois, quand on associe un peu ce côté un peu quasi religieux de la croyance, c'est des fois associé un peu à l'excuse qu'on peut se tirer derrière de si ça marche pas, j'aurais tout fait pour que ça marche. Et c'est bon pour le cerveau de se dire ça, parce qu'en fait, on se rassure un petit peu en se disant que c'était pas moi le problème, c'était entre guillemets que la destinée jouait contre moi, en d'autres termes. Mais quand on parle de choses aussi pragmatiques et réalistes que investir, que générer un capital, on peut pas simplement se cacher sur j'ai fait tout ce que je pouvais et ça n'a pas marché. Non, c'est que tout ce que tu pouvais n'était pas bon, la stratégie était pas bonne. C'est du pragmatisme, c'est pas uniquement de la croyance de si on se bat suffisamment, si on refait autant de fois les mêmes choses, ça va finir par payer. Si ces choses-là ne sont pas en adéquation et ne vont pas dans la bonne direction, ça marchera jamais. Alors après, pour le faire dévier de point de vue, on sait pas trop quoi. Enfin, du coup, je viens lui dis rien parce que voilà, c'est quand même. J'essaye, mais bon, je vois bien que. C'est peut-être pas notre rôle aussi, du coup. J'ai pas le retour. Vous savez, quand vous essayez de convaincre quelqu'un, si vous n'avez pas le retour en face, malheureusement, vous pouvez pas insister, quoi. Donc c'est pour ça que ça nous a généré cette conversation et qu'on se rend. Après, ça fait un petit moment que je m'en rends compte, mais c'est assez intéressant comme dans l'investissement, ce qui est le plus mis en avant partout, c'est les connaissances et la technique. Alors que dans 80% des cas, les vraies embûches qui empêchent d'avancer, c'est des questions de mindset, des questions de confiance en soi, des questions de changer sa vision, parce que malheureusement, tous ceux qui commencent dans le salariat, qui sont issus d'un milieu socio-éducatif normal, ont cette difficulté à switch leur état d'esprit en se disant maintenant je suis investisseur, on pense pas pareil, on pense chiffres, on pense pragmatisme, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, c'est mathématique, il y a un coût, il y a un risque, il y a une rentabilité et on fait notre calcul et on voit si on y va, si on n'y va pas. Aussi simple que ça. Alors oui, dans la vie, il y aura toujours des moments où vous allez douter, il y a toujours des moments où vous allez avoir des pics d'adrénaline ou pas. Nous-mêmes, on en a, et encore aujourd'hui, on en a. Personne n'est parfait là-dessus. Mais il faut que vous tendiez vers cet objectif d'être un investisseur sans émotion et d'être uniquement sur le pragmatisme factuel, de la technique. Et en fait, tout le monde commence par enseigner la technique, alors qu'il faudrait d'abord enseigner le mindset qui va avec. Ouais, mais parce que c'est super dur, tu fais face à... C'est que le mindset, en fait, malheureusement, c'est pas aussi simple que tu regardes une vidéo, t'écoutes un podcast et tu le gagnes. Ça met du temps et ça met beaucoup de remise en question. Et nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a eu comme remise en question ces 6 dernières années qui fait que petit à petit, on avance et il peut y avoir le déclic en une fois ou le déclic peut arriver en plusieurs fois. Tu vois, par exemple, nous, je considère qu'on a eu le déclic en plusieurs fois. C'est plusieurs étapes qui nous ont amenés vers là où on en est aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas eu ces étapes, s'il n'y avait pas eu ces déclics, effectivement, on n'aurait pas pu avancer parce qu'on serait resté bloqué dans d'anciennes croyances, enfin en tout cas des croyances un peu classiques. Et c'est pour ça que je ne sais pas si ceux qui nous écoutent, ils sont déjà investisseurs, ils essayent des fois d'en parler un petit peu dans leur entourage, mais c'est vrai que moi-même, finalement, je parle assez peu de nos investissements, à part notre entourage vraiment très proche, qui suit, on va dire quasi de manière quotidienne, voire hebdomadaire, ce qu'on fait. Quand je rencontre des gens un peu plus lointains de ce qu'on fait, sauf si eux-mêmes sont investisseurs ou entrepreneurs, j'évite de parler de ce qu'on fait parce que c'est très compliqué à expliquer. Enfin, les gens vont avoir du mal à l'imaginer, un truc tout bête, mais on parle de quitter notre job. Tous les gens, c'est très drôle. On parle de quitter notre job à la fin de l'année. La première question que nous posent les gens, c'est « Vous allez vivre de quoi après ?» Alors que par exemple, ça fait 1 heure qu'on leur expliquait tout ce qu'on a mis en place depuis 6 ans pour arriver à ce résultat. Ils ne comprennent pas que le résultat est possible et qu'en fait, justement, le résultat, c'est de ne pas être dépendant d'autre chose. C'est la liberté. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne veut rien faire derrière ou qu'on ne va rien faire. Ça veut juste dire
que on a mis en place tout un tas d'éléments qui vont nous permettre à atteindre notre objectif. Et c'est super dur à comprendre pour les gens qui sont lointains de notre entourage et qu'on peut pas suivre au jour le jour, et même nos parents ont du mal à comprendre. Ou alors ils pensent qu'on va quitter notre job pour être encore plus dans le boomer dream, par exemple monter un cabinet d'expertise comptable. Ah oui, ça c'est le rêve de mes parents, ça. Ma mère elle me l'a encore sorti la dernière fois, tu vas monter ton cabinet, je suis là, non toujours pas. J'en profite du coup qu'on soit sur un épisode un petit peu mindset pour faire le parallèle avec savoir perdre de l'argent, parce que ça nous est arrivé il y a pas très longtemps. Julien a énormément de mal avec ça, mais ça fait partie de l'apprentissage aussi du coup. Tu veux nous apprendre un petit peu nous partager un peu ta réflexion là-dessus? Mais je pense que c'est le step d'après des investisseurs. Enfin en tout cas, je sais que ça peut aller avec un certain côté. Alors je sais que moi-même je déteste ce terme dans le milieu professionnel, mais ce qu'on peut un peu appeler le perfectionnisme, c'est de voir tout un peu parfait. Et je sais que la capacité à perdre de l'argent, c'est être capable d'accepter qu'au bout d'un moment quelque chose a échappé à notre contrôle ou qu'on n'a pas fait bien. Parce que par exemple, Thibaut de Voy Pay Patron, moi j'ai l'impression, la manière dont, on vous invite vraiment à écouter l'épisode, mais il en a perdu de l'argent et il en parle avec un détachement en mode ça arrive, alors que nous on a excessivement de mal vraiment avec le coût d'opportunité et le fait de perdre de l'argent. C'est ça. Et je pense que là, c'est encore où, par exemple, nous, on a peut-être il nous manque, justement, quand on dit que le mindset, c'est important, je pense qu'il y a certaines étapes où on n'a pas encore atteint le bout de notre réflexion, de notre aboutissement. Et typiquement, la capacité à accepter à perdre de l'argent parce qu'on en gagne de l'autre côté, elle est très compliquée. Je pense que des fois, on est encore un peu dans la vie d'avant parce que quand vous êtes salarié, en fait, vous avez votre paye à la fin du mois, vous êtes plafonné sur vos revenus. Donc, si vous perdez de l'argent sur cette somme, en fait, vous n'êtes pas content. Parce que ça veut dire qu'il vous reste moins pour vous faire plaisir ou que vous vous êtes fait arnaquer. Et quand on est investisseur, malheureusement, vous ne pourrez pas faire que gagner. Parce que quand on est investisseur, on gagne. On peut gagner un petit peu, on peut gagner beaucoup. Souvent, on gagne beaucoup, c'est comme ça que les investisseurs vivent. Mais malheureusement, gagner beaucoup, ça va avec perdre un petit peu. Et tant que vous gagnez beaucoup et que vous perdez un petit peu, vous êtes équilibré parce que vous gagnez plus que vous perdez. Et le problème, c'est d'être capable d'accepter que vous allez gagner beaucoup et perdre un petit peu. Je sais que pour moi, ça c'est compliqué. Oui, parce qu'en fait, il y a une histoire de coût d'opportunité. C'est souvent ça qui nous arrive, nous, de notre côté. On ne perd jamais de l'argent. C'est juste qu'on a un coût d'opportunité. On aurait dû en gagner, on ne l'a pas gagné. Exactement. C'est ça, ce qui nous arrive à chaque fois. Exactement. Je vous donnais un truc tout bête, mais par exemple, vous devez, je sais pas moi, on va dire que sur un appartement, votre cash flow à la fin du mois, c'est 300 €. Si vous devez changer le chauffe-eau et que ça vous coûte, le ballon d'eau chaude et que ça vous coûte 450 €, vous avez perdu un mois et demi de cash flow. Et en fait, c'est vrai qu'en soi, vous l'avez pas perdu parce que de toute façon, c'est un coût, c'est pas vous qui décidiez et il fallait bien au bout d'un moment remettre un neuf. Mais pourtant, on a un peu cette sensation d'avoir perdu les 450 € qu'on a mis dedans. Après, ça forcément, nous à notre stade, c'est plus facile parce que ça nous est arrivé tellement de fois et qu'on a un parc plus important. Donc, on prévoit même ces sommes-là finalement, genre quand il y a un chauffe-eau à changer. C'est prévu. Mais par exemple, il y a pas très longtemps, ça nous est arrivé avec un locataire qui nous causait beaucoup de problèmes depuis qu'il était dans l'appartement. Et quand il est parti, il devait soi-disant avant qu'il parte, il devait faire un FSL pour rembourser une dette d'à peu près environ 2000 € qu'il nous devait. Et malheureusement, il est parti sans la payer. On s'assoit sur les 2000 € qu'il nous devait. Et c'est vrai qu'il y a la sensation du coup d'avoir perdu 2000 €, d'avoir 2000 € de manque à gagner qu'on récupérera jamais. Alors qu'en réalité, c'est un soulagement qu'il soit parti parce qu'il était vraiment chiant. Et qu'en plus, derrière, on a pu faire quelques travaux de rafraîchissement ou de rénovation dans son appartement qui nous permettent d'augmenter le loyer de quasiment 100 € par mois. Donc, finalement, on est gagnant et ces 2000 € en 2 ans, on les aura entièrement récupérés avec le nouveau loyer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette sensation un petit peu d'avoir été dépossédé, alors que quand on le noie dans c'est rien par rapport au tout la totalité des loyers qu'on gagne en une année, c'est sûr, ça représente finalement pas beaucoup. Et il y a toujours cette problème-là, mais ça peut être un petit peu comme quand vous avez un portefeuille boursier. Vous avez des actions qui vont surperformer, elles vont faire 200, 300, 400% en un an, et vous en avez d'autres qui vont faire moins 50%. Et même si il y a la logique de compensation des pertes, vous avez un peu la logique de vous dire dommage, j'ai bien investi dans celle-là, j'ai gagné 400%, et par contre j'aurais dû m'abstenir d'investir dans celle-là parce qu'elle a perdu 50%. C'est un peu ce problème-là
Et il faut savoir l'accepter. Et c'est en réalité très facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire. Ça s'apprend pas en fait. Enfin, pour revenir à la technique vs mindset, c'est que honnêtement, techniquement, on a fait tout ce qui était faisable. C'est ça. Tout ce qui on n'a rien à se reprocher. Je veux dire, c'est presque la faute à pas de chance entre guillemets. Tu vois. Enfin, je veux dire, c'était comme ça. On pouvait pas faire autrement. Et par exemple, j'ai eu le cas aussi, à l'époque, en intro d'épisode, on parlait des cryptos. Je sais que quand j'ai dû vendre mes positions crypto pour encaisser, j'avais des fois un peu la sensation de manque à gagner. Par exemple, il y a une crypto je l'avais achetée à $15, elle était montée à $75, je l'ai vendue, donc forcément j'étais sur un x6. Et le souci, c'est que le lendemain, elle était à 150. Et là, j'avais presque l'impression d'avoir perdu de l'argent, d'avoir perdu... Alors que c'est faux, t'as pas perdu. Exactement. J'avais fait un x6, j'ai gagné, j'ai même gagné beaucoup sur cette crypto-là. Mais il y avait cette sensation de j'ai fait un x6, j'aurais pu faire un x12. Et en fait, c'est parfois ce qui fait un peu... c'est là où il faut être capable de se dire non, qu'en investisseur, on gagne. Tant qu'on gagne, tout va bien. Malheureusement, y compris sur les marchés financiers, on peut jamais tout maîtriser, on peut jamais savoir exactement à quel prix on va vendre, à quel prix on va acheter. Pareil qu'en négociant un bien immobilier. Là, je rechange de classe d'actifs, mais quand on veut négocier un prix à l'achat, des fois on dit, par exemple, il y a un bien, qu'on est en train de négocier, on va signer le compromis la semaine prochaine, on vous le présentera dans un autre épisode. Et oui, on ne s'arrête jamais dans les investissements en ce moment. Et en fait, on l'a négocié, on le voulait à 200, il est annoncé à 267, on le voulait à 245, et finalement on l'a eu à 247. Bon. Maintenant, on s'en fout. On sait qu'on a accepté, qu'on l'aura, c'est plus un problème. Mais au début, c'était des fois aussi un problème de se dire non, on le voulait à 245, ça fait 2000 € de différence. Et en vrai, quand vous négociez un bien de plusieurs milliers d'euros, c'est plusieurs milliers d'euros que vous mettez dans votre poche. Et que si vous ne les récupérez pas tout de suite, vous les récupérez sur la revente. Ou pareil, si vous revendez un bien, on a une fois vendu un immeuble, on en voulait 160 et finalement on en a eu 145. Écoute, 145, c'était très bien. Du coup, on a accepté 145 et ça allait. C'est parfois un peu cette sensation-là où, par exemple, quand vous aviez des travaux, vous les aviez budgétés pour 10 000 €. Ça nous est arrivé il y a pas longtemps. Ils ont coûté 12 000. Voilà, il y a 2 000 € de plus. Vous avez un peu la sensation d'avoir perdu ces 2 000 € que vous n'aviez pas prévus pour ces travaux-là. Mais finalement, il faut pas les voir uniquement comme de la perte. Il faut les voir comme de l'aléa d'investisseur qu'au bout d'un moment, vous pouvez pas maîtriser entièrement tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes investisseur, tant que vous gagnez beaucoup et perdez un petit peu, en fait, tout va bien. Si maintenant, vous commencez à perdre beaucoup, c'est qu'il y a un problème dans votre stratégie. Mais c'est des fois juste difficile d'accepter de gagner beaucoup et de perdre un petit peu parce que c'est naturel. Je pense que c'est dans la nature de l'homme de toujours vouloir en gagner plus. Je sais pas toi ce que t'en penses. Non, monsieur, t'as raison, je partage ton sentiment. Donc voilà, ça on voulait vous le partager aussi parce que je suis sûr que je dois pas être le seul concerné, qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir cette problématique de si j'avais fait autrement, j'aurais pas perdu ça, j'aurais fait que gagner. Naturellement, si vous faites que gagner, c'est trop facile. Malheureusement, personne ne peut faire que gagner. Il faut lâcher prise en fait au bout d'un moment. Je sais que nous, quand ça nous arrive, on a vachement de mal, on est très énervé, très tendu à cause de ça. Alors émotionnel, typiquement, c'est le genre de choses qui pourraient nous agacer quelques jours. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise et comme quoi en fait c'est le fait de se remettre en question après coup au final les fois où ça nous est arrivé c'est toujours qu'il y a du mieux derrière. Entièrement. Ce locataire franchement heureusement qu'il s'est barré Entièrement. Le relou, là on est en train de conclure la location du bail, ça sera quelqu'un de beaucoup mieux, qui nous causera moins de problèmes, mais où au moins cette fois on sera payé quoi. C'est ça. Donc voilà, je pense que ça faisait un peu un épisode mindset là, où on vous a parlé un peu de pas mal de points de réflexion qu'on a eu. Je pense que c'est un peu intéressant des fois de se replonger un peu là-dedans parce que sincèrement je le pense maintenant, des fois ce qui est le plus intéressant c'est soit d'avoir de l'inspiration ou des conseils techniques, mais en réalité juste se remettre en question et revoir son mindset, je pense que c'est hyper important. C'était le petit mot de la fin du coup. Tout à fait. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur vos plateformes d'écoute. Mettez 5 étoiles. Ouais, mettez 5 étoiles. Et notre Instagram, Quitte le Boomer Dream, on essaie de partager. C'est ça, et partagez cet épisode autour de vous à des gens que ça pourrait intéresser. Si par exemple vous avez parlé mindset ou vous avez eu une conversation qui ressemble à quelqu'un, n'hésitez pas à lui envoyer le podcast, comme ça au moins ça le fait découvrir en même temps et nous ça nous aide à progresser. Allez, merci à vous en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao.